Je voulais commencer par une histoire française. J'ai un ami français, mais oui, ça arrive, ce n'est pas Jean-Michel Darrois. Il n'est pas universitaire, il est postier retraité, mais il a beaucoup lu, il a beaucoup écouté. C'est un homme de qualité. Il habite dans un arrondissement dont la sous-préfecture et le tribunal de grande instance portent le nom du premier avocat à avoir pratiqué l'aide juridique. Un indice. Il a eu un petit incident il y a quelques mois. Un jeune a trouvé amusant de briser la fenêtre de sa voiture, pas pour voler, simplement pour tirer sur le frein à main et laisser la voiture descendre le long de la pente pour voir ce que ça donnerait. Alors elle a embouti une autre voiture qui elle-même en a abouti une seconde. Ma foi, c'est un incident comme on en subit de temps à autre. Il a été indemnisé par sa compagnie d'assurance sous réserve de la franchise et puis il a reçu il y a quelques semaines un avis lui disant que cette affaire passerait devant le tribunal des enfants de Carpentras. C'était une lettre pas mal faite d'ailleurs, de 4 ou 5 pages, et il l'a quand même un peu déconcerté. Il m'a demandé ce qu'il devait en faire. J'ai constaté qu'on l'invitait à prendre contact avec son assureur de protection juridique et je lui ai dit bonne idée, fais-le. Il a pris contact avec son assureur de protection juridique et quelques jours après, on lui a dit que maître Untel était disposé à le défendre. Il lui a donc transmis ses documents. Puis le vendredi qui précédait l'audience, qui avait lieu le lundi, cet avocat lui a téléphoné pour lui dire qu'il y avait un contre-ordre, il y avait une difficulté de couverture et la compagnie d'assurance n'interviendrait pas. Et il lui a dit qu'il pouvait assurer la défense de ses intérêts. Il a demandé, mais combien 500 à 800 euros. Il comptait réclamer la franchise, soit 500 euros. Il a dit que dans ces conditions, c'était peut-être pas la peine, qu'il irait se défendre lui-même. Il est arrivé à Carpentras à 8h30, date du début de l'audience, et puis il a attendu. Il y avait quelques autres affaires avant la sienne. Il a commencé à se décourager. Pas d'informations. Pouvait-il sortir pour aller chercher à boire, à manger? À 14h, il a vraiment failli partir. Et puis il s'est dit non, c'est trop bête. À 14h15, son affaire a été prise. Il y avait dans la salle un substitut qui ressemblait un peu à Barbara, nous a-t-il dit, avec un nez un peu crochu, et qui criait sur tout le monde. Les prévenus, bien sûr, leurs parents, mais aussi les parties civiles, dès qu'elles tentaient de parler plus de 10 secondes. L'affaire se terminait, il est rentré un peu dépité, et en ouvrant sa boîte aux lettres, il y a trouvé une lettre de son avocat qui lui disait frais d'ouverture de dossier, 150 euros. C'est ainsi que ça se passe sur la Lune, mais pas ici, évidemment, car ici nous avons la bonne fortune d'avoir des juristes accueillants. Si, ça se passe comme ça aussi, ici, parfois. Pas très souvent, mais de temps en temps. Ces pratiques-là sont d'un autre temps, et si nous continuons ainsi, notre profession sera morte, ou en tout cas moribonde, dans 10 ans. Alors, nous devons changer, évidemment. Act or die, c'est le titre d'un article qui est paru dans une revue londonienne il y a quelques semaines. Si nous ne nous adaptons pas, si nous ne parvenons pas à vaincre la force de l'habitude, comme aurait dit Thomas Bernhardt, nous serons engloutis. Il n'y a plus d'argent pour la justice. Nous sommes trop sophistiqués. Nous avons effectivement une pratique extraordinaire du droit, mais c'est trop compliqué. La justice est trop incertaine. Elle est trop chère. Peut-être parce que nous sommes trop bons, que nous faisons trop de travail pour résoudre les conflits. Et en tout cas parce que nous sommes trop inefficaces. Il n'y a
plus personne qui puisse payer ces services, même s'ils sont de grande qualité. Or, les conflits subsisteront. Qui les réglera si ce n'est nous? Les juristes d'entreprise. Ils sont déjà là, engagés pour trouver des solutions non conflictuelles ou en tout cas alternatives aux litiges qui opposent leurs entreprises. Les comptables, les réviseurs, les audits qui lorgnent sur notre marché, les médiateurs, facilitateurs, thérapeutes, gourous dans le domaine des conflits privés, les imams peut-être, ou les robots, ou en tout cas ceux qui les exploitent, voire les justiciers. Si vous demandez aujourd'hui dans les banlieues de Ferguson, de Baltimore ou de Charlotte quelle image ils ont aujourd'hui de la justice, eh bien celle-ci doit effectivement ressembler à ceci. C'est une photo que j'ai prise à Barcelone, juste devant la façade de l'immeuble de l'Illustre Colegio de Abogados. Belle image pour le futur de la justice. Voilà pourquoi nous sommes ici. 10 propositions donc, 10 propositions pour faire en sorte que nos règles nous permettent à nouveau de rendre un service qui soit compatible avec les exigences et les besoins légitimes des justiciables. Alors, je les ai synthétisés, peut-être en leur donnant un tour parfois un peu plus volontariste que celui que j'ai entendu sortir de certains ateliers. Adaptation de nos règles déontologiques et de la formation universitaire pour nous permettre d'intégrer les intelligences artificielles dans nos pratiques. Réappropriation de nos données, mutualisation des moyens en collaboration avec l'OVB. 2. La spécialisation des avocats doit être encouragée, mais elle ne peut devenir un carcan qui nous prive de l'accès à certaines juridictions. 3. Le périmètre de la profession ne peut être élargi au préjudice de notre nécessaire indépendance et du secret professionnel, mais nous devons favoriser l'implication dans de nouvelles activités en utilisant nos valeurs comme atout. Création d'un groupe de travail chargé de mettre en place une structure définissant mieux les difficultés que rencontrent les jeunes avocates, de les coacher, aider, notamment dans leur maternité, un quota de femmes dans les institutions ordinales, peut-être, pas nécessairement absolument nécessaire. Vous souhaitiez 30%, parmi les rapporteuses d'aujourd'hui, il y avait 4 femmes sur 10, 40%. On peut y arriver volontairement, on verra, on discutera. 5. Création sous la forme d'un projet pilote d'un corps d'avocats salariés affectés exclusivement au service de l'aide juridique dans le respect de leur indépendance fonctionnelle totale, avec un financement décent. Indépendance, c'est un terme qui revient sans cesse, et vous l'avez bien souligné, Monsieur le Ministre, l'indépendance, finalement, c'est la condition d'exercice de notre profession. C'est parce que nous sommes indépendants que nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir parler au nom des justiciables lorsque leurs intérêts les plus essentiels sont en jeu. Un avocat salarié, préservons donc la liberté des parties, mais élaborons un règlement sur la collaboration ou au moins un modèle de contrat de collaboration garantissant aux collaborateurs des droits et prérogatives minimales. Modalisons l'obligation de disposer d'un cabinet physique tout en maintenant l'obligation de dignité et de confidentialité pour toute rencontre avec le client. Rédigeons une charte de la dématérialisation. Organisons des formations à la maîtrise des technologies de la dématérialisation. Guidée par le respect de l'indépendance, toujours elle, du respect des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts et du secret professionnel, élaborons un règlement qui verrouille l'émission de tiers dans le capital de nos cabinets et, nous l'avons entendu, la discussion à cet égard-là n'est manifestement pas terminée. Doit-on aller vers une interdiction totale, pure et simple, ou pour une ouverture très étroite qui serait plus respectueuse peut-être de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. 9. Avocat.be doit adapter ses normes déontologiques et adopter des lignes directrices en concertation avec l'OVB pour définir un statut d'avocat détaché en entreprise, toujours dans le respect
de l'indépendance et du secret professionnel. Et enfin 10, négocier avec les assureurs protection juridique des modifications des polices actuelles pour intégrer la reconnaissance du premier conseil par l'avocat et l'intervention de l'avocat dès l'intervention d'un avocat adverse, et dans un futur un peu plus à moyen terme, obtention du précontentieux en contrepartie d'un système de conventionnement, Monsieur le ministre, vous nous le disiez à l'instant, avec l'appui d'incidents fiscaux. Le but, c'est de créer un cahier des charges pour la gouvernance de notre profession. C'est ce que vous avez créé aujourd'hui. Toutes ces résolutions qui viennent d'être prises, c'est le programme politique pour notre année prochaine, les années suivantes, pour faire en sorte que notre profession progresse. Nous devons moderniser nos pratiques, maîtriser les outils, le savoir-faire. Et c'est pour ça que j'étais particulièrement heureux qu'aujourd'hui, pendant cette journée, 4 ateliers de formation au savoir-faire aient été organisés. C'était un ballon d'essai en quelque sorte, mais il faut que cela continue, que cela se généralise dans l'ensemble de nos barreaux. Augmenter notre spécialisation, très certainement, sans mépriser l'avocat généraliste, certainement également, mais il faut que de plus en plus nos clients puissent savoir à qui ils doivent s'adresser lorsqu'ils ont une question plus délicate à régler. Rendre un service de qualité, mais payable, rapide et conforme aux attentes des justiciables, l'intégration des intelligences artificielles me paraît à cet égard absolument indispensable. Nous devons aussi adapter nos structures de gouvernance pour qu'elles soient capables d'offrir aux avocats les services d'appui dont ils ont besoin, de façon indispensable. Apprendre à innover et à briser les cadres, c'est, dans la société d'aujourd'hui, absolument indispensable également. L'enjeu, il est effectivement celui-ci. Que voulons-nous? Une société régie par le tout à l'économie, ou par la surveillance, ou par la religion, ou par la communication? Tous ces modèles sont en marche, heureusement, en luttant un peu les uns contre les autres. Ou bien parviendrons-nous à défendre la survie de notre modèle de l'état de droit, c'est-à-dire la société des droits de l'homme? Les droits de l'homme sont morts. C'est aussi un article que je vois fleurir dans de nombreux journaux. Le risque est sérieux aujourd'hui, effectivement, de voir les droits de l'homme balayés en même temps que le modèle de l'état de droit. Nous voulons une société fondée sur le respect de l'individu, la liberté, l'égalité, la solidarité, la dignité. C'est en mettant en œuvre, notamment, les 10 propositions que vous avez dégagées aujourd'hui que nous y arriverons. Je termine en vous disant que, en tout cas, quant à moi, je n'ai pas de doute, la voie à suivre, c'est celle-là. Et n'est-ce pas une belle direction? Le monde est aujourd'hui, l'avenir est aujourd'hui un peu moins abstrait, il est aujourd'hui un peu plus concret. Nous avons agi, nous agissons et nous agirons. Merci.